Dépôt de gerbes en hommage aux enfants du Bénin morts pour la liberté, honneur au drapeau national et revue de troupes par le premier responsable de la commune d'Abomey-Calavi et sa suite. C'est ce traditionnel cérémoniel qui ouvre les hostilités du défilé des 7 détachements des forces armées béninoises réunis ici sous le commandement du colonel Emmanuel Nyolonfon. Voilà la marche de la victoire des éléments de la police sur les hors-la-loi. Tour à tour se succéderont les éléments de la gendarmerie nationale, des forces aériennes, des forces navales qui ont fièrement battu le macadam sous le regard admiratif du public. C'est très intéressant, c'est différent de notre pays. Donc. À leur suite, le premier bataillon de l'armée de terre, puis les sapeurs-pompiers dont la devise est « sauver ou périr » et le premier bataillon des commandos parachutistes dans leurs allures de léopard et qui ont pour devise « vaincre ou mourir ». Le tout dernier peloton, ce sont ces femmes, le personnel féminin des forces armées béninoises à la retraite. Ce sont elles qui introduiront le défilé motorisé. Enfin, le défilé de toutes les ambiances. C'est dans cette ambiance que se sont achevées les manifestations officielles. De Dakar, ce jeudi 1er août 2013 s'est illustré par une marée humaine qui ne s'est pas fait prier pour prendre d'assaut cette nouvelle place publique érigée pour abriter les manifestations du 53e anniversaire d'indépendance du Bénin. Venus de tous les autres arrondissements de la commune de Royogbe, les populations ont assisté à la fête qui a très vite pris la tournure d'un spectacle. D'entrée de jeu, c'est le maire Olympe Glago qui a dressé le bilan des 4 en 6 mois passés à la tête de la commune de Royogbe. Pour le compte de la mandature, donc, nous avons mobilisé au total 1 732 661 648 francs CFA et investi 1 560 964 437 000 francs CFA avec un taux d'investissement de 90,09%. Les domaines touchés par cet investissement sont, entre autres, l'éducation, le transport rural avec l'entretien et l'aménagement de plus de 250 km de pistes rurales, hygiène et assainissement par la mise en place d'ouvrages d'assainissement et autres. À tout ceci, il faut ajouter l'agriculture, la culture et j'en passe. Toutes ces actions sont répertoriées dans un document intitulé « Document bilan des réalisations au titre de la 2e mandature du Conseil communal de Royogbe ». Place enfin au défilé militaire et civil. Après ces 2 détachements de la gendarmerie nationale et de l'armée de terre, toutes les forces vives de la commune de Royogbe ont émerveillé les officiels par leur interminable parade. Dans leur rang, les artisans, les différents groupements de femmes, les conducteurs de taxi-moto, les fabricants de la boisson locale, communément appelée sodabi, et même les gardiens de nuit sont sortis en plein jour pour manifester leur patriotisme. Une belle fête dont l'organisation est saluée ici par les cadres natifs de la commune de Royogbe. Marché du PK8, communément appelé marché banane de Libreville. Les travaux exécutés par la société Damas BTP concernent 8 bâtiments. C'est un marché de 13 000 m². Total, j'ai 126 magasins de 40 à 51 m², 200 box de 13 m² et 600 étals de 1 m² et 400 étals de 2 m². Ainsi, il ne faut pas oublier les parkings à l'intérieur et un parking à l'extérieur devant les bâtiments de 1500 m². Aussi, on a ajouté les toilettes publiques, les voiries. Lancés en novembre dernier, les travaux du futur marché du PK8 sont financés
à plus de 5 milliards de francs CFA. Le futur marché banane se veut l'un des plus modernes du Gabon, d'où tout l'intérêt de cette visite entreprise par Jean-François Toutouméman, maire de Libreville. Donc il y a tous les commerces, il y a aussi des établissements financiers et des banques qui seront présents. Et puis il y aura le bâtiment administratif et il y aura aussi une unité de soins. Au regard de l'avancement de ces travaux de construction, les délais de livraison pourraient être respectés, d'où la satisfaction du maire. M. Bilal, ici présent, fait savoir que ces travaux doivent être achevés avant le 30 novembre. Mon réconfort, je le tire aussi du fait que 70% du personnel, des ouvriers qui travaillent ici, sont des Gabonais. Ce tour du propriétaire entrepris par le maire de Libreville vient ici démontrer la volonté pour les autorités de doter le pays d'infrastructures des plus modernes. Georges Rawiri de Gabon Télévision que l'association de presse panafricaine APA, en collaboration avec le ministère de la Communication, ont rencontré les journalistes gabonais en stage de formation de 9 mois pour les travaux du 9e et dernier module portant sur le journalisme radio. Cette session de formation, présidée par le secrétaire général adjoint du ministère de la Communication, Madame Monique Oyan, a pour objectif le renforcement des capacités des journalistes. En d'autres mots, améliorer la compétence des acteurs d'un secteur important dans le processus de développement du pays. Madame Zimmermann, soyez notre fidèle interprète auprès des responsables de l'Association de la presse panafricaine, à qui nous réitérons encore une fois nos plus vifs remerciements pour leur précieuse contribution dans la réalisation de cette formation continue. M'adressant particulièrement aux stagiaires, je compte sur vous pour faire preuve d'abnégation, d'assiduité et de ponctualité tout au long de la durée de ce 9e et dernier module de formation continue, comme vous l'avez si bien manifesté depuis décembre 2012. Cette session, dispensée du 30 juillet au 8 août 2013, animée par la journaliste de renom Martina Zimmermann, marque la fin de la formation continue 2012-2013, démarrée en décembre dernier. Rappelons que les participants recevront un certificat de fin de formation. Le Sésame donnera accès à un avancement en indice dans la fonction publique pour les fonctionnaires et d'étoffer le curriculum vitae des journalistes du secteur privé. Bien qui finit bien, la 35e session des comités consultatifs interafricains du CAMES a tenu la promesse des fleurs. Tous les participants ont été comblés par tout ce qu'ils ont vu et entendu sous la direction aussi bien du secrétaire général du CAMES que du président du Conseil consultatif général. Mon sentiment est un sentiment de satisfaction parce qu'encore une fois, nous avons pu examiner l'ensemble de l'ordre du jour qui nous a été proposé par le secrétariat général du CAMES. Et je sais que sur au moins 3 points, nous avons discuté, nous sommes arrivés à des conclusions qui me permettent de croire que le CAMES enregistre encore des avancées. C'est un double sentiment de satisfaction. Satisfaction pour la qualité des sujets qui ont été abordés, pour la qualité des débats, mais surtout aussi pour l'excellence du travail du secrétaire général du CAMES, qui suit parfaitement la feuille de route qui a été adoptée pour le grand bonheur de tous. Alors, je crois que ce CCG, cette session est vraiment la session de la rupture. La rupture avec l'ordre qui était établi jusqu'alors et la naissance ou l'émergence, si vous voulez, d'un nouvel ordre à partir de réformes qui sont mises en œuvre. C'est un comble de satisfaction et c'est une des sessions qui connaît une brillante réussite. L'impartialité qui a prévalu dans l'examen de 1104 dossiers et les réponses pertinentes apportées aux questions ont été une filigrane de la qualité des travaux au niveau des comités techniques spécialisés. Les réponses pertinentes apportées aux questions sont une filigrane
de la qualité des travaux au niveau de CTS. La force du CAMES s'explique par ce penchant rigoriste qui caractérise sa démarche. Nous devons donc nous remettre en cause pour doter notre organisation d'indicateurs d'évaluation actualisés et permettant à nos enseignants et chercheurs d'accomplir efficacement les missions dévolues à nos universités. Avec un taux de réussite avoisinant les 80%, les inscrits qui rejoignent la grande famille de l'excellence ont été applaudis. Au niveau des CCI, comme annoncé par le président du CCG qui m'a précédé, le taux de réussite moyen est de 80%. Par rapport à la moyenne de tous les CCI depuis 1978, qui est de 70,76%, on peut constater que les résultats sont au-delà de la moyenne. Dans le cas spécifique du Tchad, les résultats sont de l'ordre de 80%, ce qui constitue un bon score, une source de satisfaction et mérite un encouragement en direction de toute la communauté universitaire, en commençant par les recteurs et le directeur national de la recherche. Tout en souhaitant à nos illustres hôtes bon retour dans leurs pays respectifs, je déclare close la 35e session du CAMES et je vous souhaite et vous remercie pour votre aimable et bienveillante attention. Je vous remercie. N'Djamena a été donc un vibrant appel à l'intelligence africaine. Sélectionnés parmi les leaders des organisations paysannes au plan national, ces participants, 30 au total, réunis ici à Takpamé, vont pendant 3 jours s'enquérir des notions essentielles sur les droits des femmes et les inégalités dans les rapports de genre, afin d'œuvrer à faire évoluer les relations hommes et femmes dans les communautés et dans les organisations paysannes. Nous espérons qu'à la fin de cet atelier, ces hommes et femmes leaders de leurs organisations auront acquis des connaissances en matière de droits des femmes et qu'à partir de ces connaissances, ils sauront s'organiser pour travailler avec leurs pairs au sein des organisations pour le respect des droits des femmes dans les organisations paysannes. En deuxième lieu, nous espérons également qu'ils pourront également travailler à changer les mentalités au sein de leur communauté pour que les droits des femmes soient respectés. Cet atelier de formation et de sensibilisation qui va s'étendre aux autres régions du pays s'inscrit dans le cadre du projet Femmes et paysans ouest-africains contre la pauvreté. Un projet qui ambitionne par ailleurs de relever les enjeux de la participation des femmes aux instances de prise de décision afin d'assurer une participation égalitaire et une prise en compte des besoins et intérêts de chaque partie. La salle de réunion de l'hôtel de ville de Vaughan transformée en salle de spectacle. Sur scène, des acteurs mixtes, membres de l'ONG La Colombe avec leur partenaire Carrefour International, une ONG québécoise. À travers le spectacle, ils véhiculent un message de non-violence. Pendant 2 heures d'horloge, ils ont offert au public un spectacle riche en couleurs, spectacle de contes, de poèmes, de danse traditionnelle et de théâtre. Ceci pour inviter l'assistance et surtout les femmes à une réflexion sur les violences et les discriminations basées sur le genre. Nous voudrions que les femmes elles-mêmes puissent reconnaître des actes de violence qu'on pose à leur égard. Il y a des actes de violence que la femme trouve banals. Elle se dit que c'est la tradition, alors qu'aujourd'hui, tout ça est considéré comme étant une violence. Une fois que la femme reconnaît ces actes de violence, il faut qu'elle soit en mesure de se protéger contre ces actes
et ensuite qu'elles soient en mesure de les dénoncer. L'ONG La Colombe et son partenaire Carrefour International mènent des actions pour dénoncer les actes de violence dirigés contre le sexe féminin pouvant causer à celui-ci des préjudices. Ils interviennent surtout dans la préfecture de Vaud où ces actes contre les femmes sont plus fréquents. Pour eux, l'objectif est d'arriver à faire cesser les violences contre les femmes. Que c'est un défi, c'est un grand défi, les violences faites aux femmes, que nous devons tous affronter. Et aussi que ce n'est pas seulement le problème des femmes, mais que c'est aussi le problème des hommes. Tous ensemble, les hommes et les femmes de partout sur la planète, nous avons à gagner à lutter contre ces problèmes de violence discriminatoire. On réussit pas à pas à semer des graines dans la pensée des gens et peut-être qu'un jour on va pouvoir éliminer ce type de comportement dans nos sociétés. La journée de la femme africaine de cette année est placée sous le thème « Mettons fin aux violences à l'égard de la femme et de la jeune fille ». Les ordures ménagères sont à l'origine du visage terne que présente la capitale ivoirienne, tant à la population qu'à ses visiteurs. Mauvaises herbes, sachets plastiques et autres déchets ménagers jonchent les rues d'Abidjan, mettant ainsi en péril la santé des populations. Pour les autorités ivoiriennes, un changement de comportement s'impose. Après l'opération Salubrité Pakinou et l'opération Zéro Déchet, place maintenant à l'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons. Elle consiste pour chaque citoyen à embellir les abords de son domicile par un balayage quotidien. Si vous balayez juste devant votre clôture, la rue sera toujours digne d'intérêt et regardable. Donc il s'agit que tous les matins, lorsque les personnes que nous avons proposées au nettoyage de nos maisons à l'intérieur ont fini de balayer, qu'elles fassent un tour devant la clôture pour enlever tous les objets sales qui dégradent donc la vision devant cette clôture. Les populations, maillons essentiels de la lutte contre l'insalubrité en milieu urbain, seront aidées dans cette tâche par les autorités municipales et les associations de femmes. Nous aurons au niveau de nos brigades de salubrité des éléments qui seront détachés dans toutes les communes pour prêter main forte à ces gardes municipaux de telle sorte à faire en sorte que les récalcitrants puissent être mis quand même en demeure. L'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons débute le 3 août prochain à Marcory et s'étendra sur un trimestre. Une initiative du ministère de la Salubrité urbaine et de l'Environnement qui a opté pour une stratégie de proximité afin de venir à bout des ordures ménagères. Le rapport national sur le développement humain 2013 révèle que déjà en 2008, le taux de chômage était de plus de 15%. Un taux qui n'a cessé de croître et qui accentue la pauvreté dans le pays. Pour le PNUD, l'État de Côte d'Ivoire doit remédier à cette situation. Les individus sont la vraie richesse d'une nation. La création d'emplois constitue une condition importante du développement humain et de l'émergence d'une nation. Le gouvernement ivoirien est conscient de la montée en puissance du chômage et entend y faire face. Les statistiques nous révèlent que tous les 10 ans, la population active augmente en moyenne de 3,5 millions d'individus. Ce croît démographique n'a pas de commune mesure avec les capacités d'absorption de notre marché du travail. Alors, que faire dans ces conditions? Fort heureusement, le président Alassane Ouattara, on ne le dira jamais assez, a des solutions. Quelques-unes des solutions ont été présentées par le ministre Albert Mabry-Touakus. Nous avons dit dans le PND que le secteur privé, c'est au moins 2/3 des efforts à faire et que ce n'est pas le secteur privé que nous pouvons garantir donc une croissance durable. J'indique cela pour montrer combien et l'analyse et les propositions sont en phase avec le plan national de développement et toutes les politiques que le gouvernement essaie de mettre en place en ce moment. La problématique du chômage, particulièrement celui des jeunes, fait partie des questions majeures de développement auxquelles la Côte d'Ivoire est confrontée, à l'instar de nombreux pays en Afrique. À l'occasion de la fête des parents, les pensionnaires du Home des vieillards de Cabinda dans la commune de Lingwala ont reçu la visite du personnel médical de l'hôpital Biamba Mutombo. Ces derniers, qui est conscient des problèmes des personnes de troisième âge
a ciblé la commune de Lingwala pour le soulager. Le geste posé a consisté à la prise de la tension artérielle de ces personnes de 3e âge. Notre action aujourd'hui consiste à pouvoir faire une évaluation succincte de santé en prenant les paramètres vitaux et puis avoir un peu ceux-là qui présentent des problèmes d'ordre sanitaire que nous allons suivre ultérieurement. Et puis essentiellement à pouvoir faire également une sorte de psychothérapie et essayer de remettre en fait les parents à leur place, d'autant plus que c'est leur journée. Sachez que les personnes âgées qui ont beaucoup de soucis ont grandement besoin d'examens de ce genre. Lorsque leur tension artérielle augmente, ces personnes perdent la vue. Elles ont de violents maux de tête, des douleurs à la poitrine, leur souffle se rétrécit, elles ont un comportement embrayé et somnolent. Ces gestes posés par l'hôpital Biamba Mutombo se situent dans le cadre de la prise en charge gratuite de la population, comme il le fait avec la maternité de Sœur de Kingasani pour les enfants prématurés. Les époux, lorsqu'ils se donnent l'un à l'autre, donnent au-delà d'eux-mêmes un être réel, l'enfant, reflet vivant de leur amour, signe permanent de l'unité conjugale et synthèse vivante et indissociable de leur être de père et de mère. Et selon feu Pape Paul VI, la famille se trouve à être le milieu naturel dans lequel l'homme naît et agit, où il trouve la protection et la sécurité dont il a besoin, où enfin lui est assuré la continuité par l'union aux ancêtres au-delà de la vie terrestre. Les enfants sont aimés et recherchés, au point qu'une union sans enfants paraît être un échec. Et cet amour des parents pour leurs enfants se manifeste à travers nombreuses sollicitudes et délicates attentions au sein de la famille. Le respect des parents, des personnes âgées, se rattache au respect des ancêtres et finalement de Dieu créateur. Tout comme ni l'oreille ni l'épaule ne peuvent dépasser la tête, aussi aucun enfant ne peut devenir réellement grand qu'il cesse de se référer à ses parents ou avoir besoin d'eux. De leur côté, les parents, tant qu'ils vivent, ne peuvent considérer que leur rôle de modèle et de conseiller de leurs enfants soit terminé. C'est parce qu'ils sont toujours au service de la famille jusqu'à leur dernier jour, vivant et gardent toujours leur place au milieu de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Soigner les parents dans leur vieillesse est non seulement un devoir, mais aussi un geste de réciprocité et de reconnaissance. Naître, vivre, mourir, 3 étapes du parcours de tout être humain sur cette terre. À chaque homme, son jour de naissance, son jour de tirer sa révérence, de dire adieu à sa famille, à ses amis, à ses connaissances et à sa communauté. Et quelle est une pensée libre qu'on ne peut accepter? C'est celle de vivre pour mourir un jour. Une réalité que l'on ne peut ignorer dès lors qu'on est. C'est dire que la nature, même si elle nous accueille souvent généreusement, elle finit toujours, quelle que soit la durée du temps, par nous abandonner. La mort, réalité pénible, terrible énigme de la vie qui interpelle la conscience de tout homme. Et si énigmatique, si cruelle, si rusée soit-elle, la mort demeure un passage obligé de tout être humain. Et au-delà du visage cynique qu'affiche la mort comme finalité matérielle de tout être humain, la mort est toujours une occasion offerte à tout homme de son vivant de repenser sa vie et l'invite à réfléchir, à donner un sens noble à son existence, à sa vie. Et la vie, tout ça se présentant sous plusieurs facettes, à la fois un défi, une aventure, une peine, une tragédie, un devoir, un combat, un mystère, n'est en définitive qu'un voyage. Voyage que seul Dieu connaît la durée. La mort marque donc la fin de ce voyage. C'est notre sort commun qui fait de nous des passants en quête de monde où nous nous reposerons un jour. La mauvaise répartition des indemnités, le non-paiement des primes de production depuis des ans, l'absence d'une pharmacie conventionnée sont les différentes revendications débattues lors de cette Assemblée générale du syndicat national du professionnel de l'Office de radiodiffusion et télévision du Tchad, ONRTV.
À ces préoccupations s'ajoutent les difficultés liées au transport, au manque de carburant tant décrié ou encore à l'indisponibilité des chauffeurs. Par rapport à ces revendications, le bureau ne s'est pas prononcé sur la position des responsables de l'office. Les militants du SYNAPOR attendent de leurs représentants et des responsables de l'ONRTV un résultat satisfaisant. Dire être satisfait, c'est que c'est pas être correct avec soi-même, parce qu'on s'attendait à des propositions concrètes que le bureau peut-être a pu discuter les points sur lesquels avec les responsables de l'office. Mais là, on constate que le bureau est venu plutôt écouter l'Assemblée générale, mais sans une proposition quelconque qui pourrait nous permettre d'avancer. Personnellement, moi, je ne suis pas du tout satisfait. La première des choses, d'abord, c'est la santé. Quand tu es en bonne santé, c'est ça qui est nécessaire. Nous demandons à ce qu'ils fassent mieux, à ce qu'on trouve quand même une pharmacie qui est de notre convention avec une pharmacie aussi. Bureau du syndicat national des professionnels de l'Office de radiodiffusion et télévision du Tchad, SYNAPOR, et la direction générale optent pour l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des agents. Toutefois, chaque partie doit conjuguer des efforts afin de répondre aux attentes des travailleurs. Rendez-vous est pris dans un mois pour une rencontre d'évaluation. Entre-temps, les responsables syndicaux ont demandé à leurs militants à se procurer de leur carte de membre. L'exécution de la Marseillaise et de la Tchadienne suivie de la levée de couleurs, tels sont les temps forts de la cérémonie. Après un an à la tête de la force épervier au Tchad, le colonel Laurent Rateau passe le bâton de commandement au colonel Pelpenier. Le commandant sortant a dans son discours félicité les éléments de la force épervier pour leur franche collaboration. C'est avec une satisfaction qu'il quitte le Tchad. Après avoir salué les efforts fournis par son prédécesseur, le nouveau commandant de la force épervier a pris quelques engagements. Je m'inscris résolument dans la continuité de son action et des synergies développées pour maintenir à son plus haut niveau nos capacités militaires afin que nous soyons en permanence capables de remplir nos missions avec le plus grand professionnalisme. Cela exigera de chacun d'entre nous disponibilité, rigueur, discipline et motivation. L'ambassadrice de France au Tchad, Mme Evelyne Decor, n'a pas manqué de rendre un hommage mérité au commandant sortant pour avoir bien accompli sa mission. Elle a surtout salué la qualité de la coopération franco-tchadienne. Selon l'ambassadrice, si aujourd'hui le Mali a pu organiser les élections dans un climat apaisé, c'est aussi grâce à l'intervention des forces françaises et tchadiennes dans le cadre de l'opération Serval. À cette occasion, des militaires qui se sont distingués par leur dévouement au travail ont reçu des certificats de reconnaissance. Plusieurs cadeaux ont été offerts au commandant sortant. Ces cadeaux émanent de la force épervier et de l'armée de l'air du Tchad. Des éléments de la force épervier ont fait également, à titre personnel, les mêmes gestes de reconnaissance à l'endroit de leur ancien commandant. Après la coupure du ruban inaugural par le chef de l'État, le gouverneur de l'île et le vice-président Nourdine Mourhan de cette galerie commerciale, place par la suite à la cérémonie organisée pour la circonstance. Plusieurs autorités politiques, cadres et notables y ont pris part pour exprimer leur soutien aux membres du gouvernement. Le maire de Domoni, Mohamed Swali, au cours de son allocution, a souligné le rôle que va jouer ce marché. Le président du comité de gestion du projet, Moustapha Hassan, a rappelé quant à lui les éléments constitutifs du nouveau bâtiment. Ce nouvel ouvrage sera une galerie commerciale destinée, entre autres, aux métiers de la confection et aux produits de beauté. Il constitue un symbole des efforts inlassables déployés par le gouvernement de l'Union des Comores
en étroite collaboration avec ces pays amis et le gouvernement de l'île autonome d'Anjouan pour améliorer les conditions de vie de la population de notre île. Allah le Tout-Puissant a voulu que ce soit Son Excellence le Dr Ikilulu Danun, alors vice-président en charge du ministère des Finances, qui a autorisé la dotation à la commune de Domoni du fonds qui a servi à la construction de ce nouveau bâtiment. Permettez-moi de rappeler les principaux éléments constitutifs de ce projet innovant de construction de cette galerie, portée par la communauté de Domoni résidant à la Grande Comore et qui a coûté 78 500 000 francs comoriens, soit 76 105 210 francs comoriens correspondant au montant du marché pour la construction de 10 pièces de 20 mètres carrés, de 2 pièces de 40 mètres carrés, d'une pièce de 12 mètres carrés et de 6 toilettes, dont 3 pour hommes et 3 pour dames. La construction d'une citerne de 40 mètres cubes, la construction de caniveaux pour la canalisation des eaux pluviales, l'aménagement de l'espace du parking et un avenant de 2 394 790 et qui a permis le remplacement de l'ancienne toiture en tôle du magasin par une dalle en béton. Le président Ikilulu Danun a salué les efforts que ne cesse de déployer le Japon pour le développement socio-économique des Comores. La coopération comoro-japonaise, que je qualifie de privilégiée et qui s'est instaurée dès l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1977, avait déjà permis à notre pays, dès 1980, de bénéficier de nombreuses aides non remboursables pour la production alimentaire, la construction de l'École nationale de pêche, la formation des jeunes professionnels de la pêche, le financement de la mise en place de la station terrienne de Volo-Volo en 1987. Depuis 2008, les projets programmés, réalisés ou en cours d'exécution ont concerné, en plus des projets déjà cités, la PNAC, le planning familial, l'appui aux ressources humaines, notamment les stagiaires comoriens qui ont participé à des formations au Japon. C'est donc avec sincérité que je tiens au nom du gouvernement et du peuple comorien, ainsi qu'à mon nom personnel, à saluer à nouveau le dynamisme, la qualité, l'originalité et l'efficacité qui caractérisent la coopération exemplaire et fructueuse que notre pays entretient avec le Japon, et à redire ici toute l'importance que nous accordons aux liens d'amitié qui existent entre les deux pays et les deux peuples. Aujourd'hui, nous sommes donc parfaitement en droit d'estimer que ce partenariat exemplaire qui a renforcé l'amitié et consolidé la confiance mutuelle entre le Japon et les Comores nous invite à faire franchir un nouveau palier à notre coopération en l'élargissant et en l'approfondissant davantage. C'est pourquoi, tout en l'invitant à nous aider dans la réalisation de la campagne d'accélération pour la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, l'élimination du paludisme aux Comores et la résolution des problèmes d'adduction d'eau en milieu rural, j'appelle nos partenaires japonais à favoriser la promotion commune des investissements privés japonais en Union des Comores, en particulier dans les secteurs de la pêche, des services, des transports aériens et maritimes, ainsi que dans le développement des infrastructures routières et portuaires. L'inauguration de ce marché m'offre une nouvelle opportunité de renouveler notre reconnaissance au Japon et nos profonds remerciements à l'Agence japonaise de coopération internationale qui, en parfaite symbiose avec les ambassadeurs successifs du Japon dans notre pays, se sont employés avec dévouement et efficacité à la redynamisation de la coopération bilatérale Comores-Japon.
Pour rappel, l'inauguration de cette galerie commerciale est le deuxième du genre à Domoni, après celle du 7 juin 2012 par l'ambassadeur de France aux Comores, Philippe Lacoste, pour la réhabilitation. Ce bâtiment flambant neuf a été financé par le gouvernement japonais. Au cours de la cérémonie, le président a interpellé l'assistance à préserver le partenariat avec les pays amis pour la cohésion sociale, la paix et la sécurité du pays. C'est l'ambiance qui règne au ministère de l'Éducation nationale. Celle-ci fait suite à l'annonce faite par les autorités éducatives concernant les bourses d'études octroyées par le Royaume du Maroc pour la rentrée universitaire 2013-2014. 150 bourses destinées aux bacheliers comoriens de cette année sont en jeu, raison pour laquelle ils sont nombreux à faire la queue au ministère de tutelle pour le dépôt des dossiers. Pourtant, un critère de sélection est requis, comme le fait savoir le ministre de l'Éducation nationale. Nous allons offrir ces bourses aux bacheliers 2013 qui ont eu une mention de assez bien à bien très bien. Donc ce sont les premiers bénéficiaires, les bacheliers 2013 ayant obtenu leur bac avec une mention en dessus ou égale à assez bien. Les bacheliers ayant obtenu et répondant à ce critère d'excellence, nous avons approximativement 70 bacheliers, ce qui fait une grande différence bien sûr. Et nous avons décidé d'offrir ces bourses à nos lauréats de l'Université des Comores, mais aussi ayant obtenu leur licence L3 avec une mention, les mêmes critères, ou pour s'inscrire, pour suivre des études de master, niveau master, ou bien ceux qui ont obtenu le master pour aller s'inscrire en doctorat. Sachant que le système de l'Université des Comores est le système LMD, licence, master, doctorat, qui est le même que celui qui est en vigueur au Maroc. Le bac session 2013 a enregistré 70 mentions au niveau national. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale maintient le critère d'excellence pour octroyer les bourses restantes à des étudiants de l'Université des Comores de niveau licence L3 et master pour la suite de leurs études supérieures au Maroc. Le ministère informe les étudiants que le dernier délai de dépôt des dossiers est fixé le 10 août prochain et la rentrée universitaire au Maroc au mois de septembre 2013. Audience à la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun, les juges administratifs ont regagné le prétoire ce matin. C'est dans le souci de statuer sur les contestations liées à la liste des candidatures rejetées par les commissions communales des partis politiques ou par ELECAM, Election Cameroun, l'organe en charge des élections au Cameroun. Quelques affaires du contentieux administratif ont été vidées. La plupart des cas litigieux a été irrécevable à la Cour suprême. Motif, les litiges sont nés avant la publication des listes par ELECAM. D'après la loi, et précisément l'article 189, alinéa 2 de la loi 2012 portant code électoral, les contestations sont reçues devant la Chambre administrative de la Cour suprême après la publication des listes par l'organe en charge des élections et les contestataires ont un délai de 5 jours pour exprimer leur opposition et leur droit de défense. Il est stipulé dans l'article 184, alinéa 1, que les dossiers incomplets ne doivent pas être pris par ELECAM. Or, ils ont pris nos dossiers. Seulement, nous attendions qu'ils prennent aussi les cautions parce que nous sommes partis à ELECAM justement à 23h40. Nous avons déposé régulièrement les dossiers, mais il se posait un problème de caution. Et nous n'avons pu avoir ces cautions-là quelques heures plus tard. Et quand nous sommes revenus, ELECAM a refusé, n'est-ce pas, de prendre ces cautions. Voilà pourquoi nous avons porté le problème au niveau de la Cour suprême pour que la Cour suprême oblige ELECAM à prendre nos certificats de caution. La rapidité de la tenue de l'audience à la Cour suprême ce matin laisse envisager que la plupart des candidats aux élections législatives et municipales ont mis la charrue avant les bœufs pour ce qui est du contentieux préélectoral. Les recours en annulation à la Chambre administrative de la Cour suprême
doivent avoir plus d'impact après la publication des listes prévues en principe demain 1er août 2013. Mandataire de la liste de l'Union des mouvements socialistes de la commune de Bakou. Qui sera officiellement candidat, qui ne le sera pas? C'est au terme de cette session de plein droit du Conseil électoral de l'ECAM que les partis politiques seront fixés sur le sort réservé à leurs différentes candidatures pour le compte des législatives et municipales du 30 septembre prochain au Cameroun. Les travaux qui se sont ouverts ce 29 juillet 2013 à Yaoundé et qui s'en vont se déployer sur 2 journées verront naître des résolutions signe du verdict du Conseil électoral. Les acceptations ou les rejets des listes de candidature se font par résolution. Une résolution du Conseil ne se prend que lors d'un Conseil. Depuis le 19, nous travaillons sans relâche. D'abord en sous-commission préparatoire. Les travaux de ces sous-commissions étant terminés, nous avons donc jugé opportun de nous retrouver ensemble en session du Conseil. C'est l'instance qui a compétence pour pouvoir prendre au cours desquels on peut prendre dans des résolutions. L'ouverture de cette session de plein droit a également été l'occasion pour le président du Conseil électoral de tirer la sonnette d'alarme pour une mobilisation de tous dans le cadre du retrait des cartes d'électeurs par les citoyens inscrits sur les listes biométriques de l'ECAM. La loi prévoit l'article 103 alinéa 1er que l'électeur présente sa carte d'électeur. Donc tout le monde devrait aller chercher cette carte. Si par hasard vous avez perdu votre carte, n'est-ce pas? Vous pouvez donc vous faire identifier à l'aide de votre CNI. Donc, mais que les gens ne se disent pas que ce n'est pas important d'aller chercher la carte électorale. Il faut la chercher. Si vous n'avez pas votre carte quand vous entrez, si, on vérifie d'abord pour que vous retiriez votre carte. Et ça nous perd le temps. Voyez-vous? Donc c'est important qu'on n'érige pas l'exception de l'article 103 du Code électoral en règle. Et nous avons d'ailleurs dit aussi aux partis politiques, si vous rassemblez quelque part 50 personnes, 100 personnes, si ces gens-là n'ont pas le moyen d'aller, si c'est dans une ville comme Yaoundé ou n'importe quelle ville du Cameroun, dites à nos collaborateurs, ils iront là-bas distribuer ces cartes. Et j'insiste que le retrait est personnel. Rappelons que le Conseil électoral a jusqu'au 1er août 2013, c'est-à-dire jeudi prochain, pour publier les listes des candidats retenus dans le cadre du double scrutin du 30 septembre 2013. Le RDPC va mal dans la région de l'Est Cameroun. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est en ébullition depuis la fin des investitures ayant marqué le choix des candidatures pour le compte des élections législatives et municipales 2013. Un mouvement d'humeur a été noté ce 29 juillet 2013 à l'esplanade des services du gouverneur. Plus d'une quarantaine de manifestants du RDPC ont investi la place. Mobilisés autour de leur camarade Korondo Mbele, ils ont remis une lettre de protestation au secrétaire général de la région de l'Est, Rachel Akono. Le dit courrier est adressé au bureau des sénateurs. Mais contre quoi et contre qui proteste-t-il? Contre les 2 sénateurs qui ont divisé la ville de Bertois en 2 et se sont accaparés les 2 mairies. Ndangandinga prenant la mairie de Bertois 2e, Saléchal prenant la mairie de Bertois 1er. Les 2 sénateurs ont accaparé les chargés de mission qui sont venus et ont amené de la zizanie. Il y a beaucoup de mécontentement dehors. Un désordre que les manifestants constatent et déplorent dans la répartition des sièges pour ce qui est des candidatures aux municipales. Comment accepter que dans la ville de Bertois, le quartier Mokola à lui seul ait 7 conseillers municipaux? Comment accepter que le quartier Ndouane à lui seul ait 5 conseillers municipaux? Donc 2 quartiers seulement ont 12 conseillers municipaux sur 25. Est-ce que vous pensez que les quartiers où les gens n'ont pas de conseillers municipaux, qu'est-ce qu'ils feront? Ce mouvement d'humeur est cependant loin d'avoir bénéficié de l'engagement de toute l'élite RDPC
dans la région du Soleil Levant. Ici, je me désengage. Quand le parti a décidé, vous devez, les militants respectent. Encore plus que les listes ne sont pas sorties. Cette marche est... Nous ne connaissons pas ça. La présidente de la section OFRDPC dans le Lom-et-Direm appelle par ailleurs ses camarades à faire preuve de fair play pour une victoire collective du parti de la Flamme. Les gens ont refusé de fusionner. Bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait laisser. Et puis, en parti, dans le parti, on ne perd pas. On ne gagne pas, c'est le parti qui gagne. Tu tombes, tu restes une grande personne. Tu es debout, tu restes une grande personne. C'est le parti qui gagne, c'est tout. Et en attendant la réaction des sénateurs du RDPC après réception de cette lettre de protestation, celle d'Elections Cameroun s'annonce encore plus déterminante dans l'arbitrage de cette querelle. La dite institution s'en va rendre publique ce jeudi 1er août 2013 la liste des candidats retenus pour ce double scrutin prévu pour le 30 septembre prochain. Qui sera présenté dans quelques instants porte, comme je l'ai dit, sur la conciliation des flux financiers et des volumes de production au titre de l'exercice 2011. Le discours du ministre des Finances, Lamine Ousmane, par ailleurs président du comité Haïti Cameroun, indiquait à lui tout seul déjà toute l'importance qu'accorde le Cameroun à l'atteinte de l'accès à cette initiative de transparence dans les industries extractives. Le 31 juillet 2011 était donc l'aboutissement d'un long processus avec la présentation et la publication du rapport de conciliation de l'exercice 2011. Un rapport sur la conciliation des flux financiers et surtout des volumes conformément aux exigences de l'initiative ITE. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc avec le conciliateur, après avoir conduit les différentes activités sur le terrain, auprès des sociétés extractives, auprès des administrations des douanes, des impôts, de la Direction générale du Trésor, et avec l'accompagnement de la société civile, nous allons partager ce jour les résultats. Ces résultats, nous pouvons les qualifier de satisfaisants. Nous pensons que le Cameroun, comme lors de son engagement en 2005, reste constant dans la démarche de la transparence et de la gouvernance relative à ce secteur extractif. Et c'est avec la contribution des sociétés extractives, la société civile et les différentes administrations que ce travail se poursuit. Tout cela se fait dans l'optique de faire bénéficier aux populations des retombées des ressources tirées du secteur extractif en toute transparence. Mais au-delà, on comprend la nécessité de la régularité des publications des rapports, dont voici le 6e, avec notamment un périmètre de flux financiers qui est étendu et surtout une participation plus active et plus transparente des industries extractives. Nous avons réussi à concilier les chiffres avec ce que l'État a déclaré. Et je vous annonce tout à l'heure, le chiffre, l'écart est tellement faible, 0,007%. Vous comprenez que entre ce que les entreprises d'extraction déclarent et ce que l'État déclare, il n'y a personne qui subit la pression, chacun déclare ce chiffre. Et quand on additionne tout ça, on vient à cet écart, ça veut dire quand même que la production pétrolière au Cameroun, la production minière au Cameroun, les recettes issues de cette production sont nettement en phase avec ce que l'État déclare. Donc, mais il faut ajouter que dès le lendemain, le 1er août 2013, le comité ITE Cameroun a tenu une session dans les tout nouveaux locaux du secrétariat technique au quartier Bastos à Yaoundé. Ceci pour la présentation du rapport du validateur, mais davantage pour permettre au comité d'apporter des réponses aux 20 recommandations qui ont été faites. De manière beaucoup plus explicite, on note que le rapport 2011 de l'ITE indique un total de revenus provenant du secteur des industries extractives perçus par l'État qui s'élève à un peu plus de 677 milliards de francs CFA. Un travail qui a donc été fait en tenant compte non seulement des contributions du secteur extractif par activité, la contribution du secteur extractif par flux de paiement, la contribution du secteur extractif par entreprise, la contribution du secteur extractif dans les recettes de l'État et dans le PIB et l'évolution de la production ainsi que des recettes provenant de la commercialisation du pétrole.
africaine a besoin d'être instruite. Elle a besoin qu'on lui accorde une place encore plus importante dans les instances décisionnelles des États, mais elle a surtout besoin qu'on la considère comme le moteur du développement qu'elle est pour le continent noir. Le rôle que joue la femme en Afrique est jusqu'ici resté ignoré par l'histoire, cependant il n'est pas des moindres. Et c'est avec la volonté de le mettre en évidence que les femmes du Cameroun se sont mobilisées autour d'un symposium ce 31 juillet 2013 à Yaoundé dans le cadre de la 51e édition de la Journée de la femme africaine. Une rencontre qui a été présidée par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Obama, et au cours de laquelle la question de la contribution des femmes dans le processus de renaissance de l'Afrique a été au centre des échanges. Et selon la patronne de l'événement, l'engagement patriotique des femmes au Cameroun ne souffre plus d'aucune remise en question. Il s'agit à présent de l'intensifier davantage en donnant à ces dernières la reconnaissance dont elles ont besoin. Il s'agit surtout de faire tomber les barrières érigées par la discrimination à leur égard et de réduire les écarts entre les hommes et les femmes. La présence des hommes à ce grand rendez-vous a d'ailleurs été une preuve de leur soutien. Cette cérémonie a par ailleurs servi de cadre de lancement au projet de renforcement de la prévention par rapport à la transmission du VIH par la mère à l'enfant. Le dit projet est une initiative de l'Association camerounaise des femmes médecins à Capelle. Un sourire pour les enfants. C'est ainsi qu'ils ont baptisé leur caravane médicale déployée du 22 au 30 juillet 2013 sur l'ensemble du territoire camerounais. Eux, c'est la Société camerounaise de pédiatrie Socaped, soutenue par les laboratoires Abbott. Investis dans la lutte contre la diarrhée aiguë chez le nourrisson et l'enfant, ils ont à travers ce projet humanitaire non commercial sillonné les localités les plus enclavées du pays et apporté leur aide aux populations les plus vulnérables. Cette cérémonie de clôture des activités survenue ce 31 juillet 2013 à Yaoundé a donc été l'occasion pour eux de faire le point. Pratiquement 4000 enfants environ ont été consultés. Et nous pensons que, à travers cette activité de stratégie avancée dans la communauté, la Société camerounaise de pédiatrie a rempli la mission qui était la sienne, à savoir rendre le sourire aux enfants des régions les plus reculées et surtout, le but, nous sommes passés donc par l'intermédiaire de la diarrhée, de la lutte contre la diarrhée, pour aborder l'ensemble des problèmes de santé des enfants de notre pays. La caravane médicale et Smile for Children est cependant loin d'avoir été un parcours aisé pour les pédiatres de la Socaped. Il a fallu braver de nombreux obstacles. Les obstacles, c'était certaines zones qui étaient très enclavées, d'autres qui, sur le plan de l'information, n'avait pas suffisamment d'informations concernant la prise en charge de cette maladie tueuse que nous connaissons, qui est la diarrhée. Et il était très important qu'on leur donne cette information, donc ce manque d'information. Et aussi, en abordant les autres maladies, nous avons pu constater que la demande était très importante et que le personnel n'était pas toujours en place pour pouvoir donner, disons, les soins appropriés. C'est donc un parcours de combattants qui s'achève, un combat au cours duquel les soldats ont dû s'armer d'amour, de persévérance et par-dessus tout, d'humanité. L'apport des laboratoires Abbott n'a pas non plus été superflu. Rappelons que plus de 800 000 enfants de moins de 5 ans côtoient la mort chaque année dans le continent africain à travers les maladies diarrhéiques. La plupart de ceux-ci ne bénéficient pas toujours d'une bonne prise en charge médicale. Cette initiative de la Société camerounaise de pédiatrie n'est donc qu'un début de solution. Un hélicoptère qui décolle en toute urgence pour voler au secours d'éventuelles victimes dans un probable crash aérien, c'était ce 29 juillet 2013 à la base aérienne 101 de Yaoundé. Mais rassurez-vous, nous ne sommes là que dans l'une des phases du Yassar 2013, qui est un exercice de recherche et de sauvetage d'un aéronef en détresse. Dans la salle se trouve le ministre des Transports, celui de la Communication, le directeur général de l'autorité aéronautique civile
le secrétaire d'État au ministère de la Défense, le secrétaire général ainsi que les généraux de nos forces de défense. Il s'agit d'un avion parti de Douala vers 10h44 pour Djoum dans la région du sud du pays. Mais après 10 minutes de vol, le commandant de bord signale la perte d'un moteur. Le mécanisme est donc aussitôt déclenché au centre secondaire de sauvetage de Yaoundé qui, avec les moyens à sa disposition, doit retrouver l'avion en détresse et le localiser le plus vite possible. Le but de l'exercice est donc de préparer le RSC à la direction d'une opération SAR et d'entraîner les équipages à l'utilisation des procédures de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse. Il faut dire que l'exercice est organisé par l'autorité aéronautique du Cameroun avec l'appui de l'OACI. Il s'est déroulé en marge d'un atelier sur les fournitures des services SAR en Afrique et océan Indien. Les dés sont définitivement jetés sur les élections législatives et municipales du 30 septembre prochain. Avec la publication de ce qu'on peut appeler la liste provisoire par Elecam le 1er août 2013, chaque parti politique est fixé sur son sort. Pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, 38 partis ont présenté 250 listes de candidats. Après examen, le Conseil électoral a accepté 202 listes de 28 formations politiques. À la lecture de cette liste, le RDPC part favori pour ce double scrutin. Le parti au pouvoir est en course dans les 58 départements du pays. Dans les régions du sud et du centre, le RDPC est presque seul à concourir dans la plupart des départements. Néanmoins, le parti va faire face à l'UPC et bien sûr le SDF. Dans le septentrion, le RDPC, le SDF, l'UDC et le FSNC de Issa Tiro Mabakari vont se disputer les sièges. Le littoral se présente comme la région où le match s'annonce rude entre le MRC, le RDPC, le SDF, le CPP de Kawala, le Manidem et même l'ANDP. À l'ouest, l'UDC va faire le poids dans son nous natal et le SDF est en bonne place dans le nord-ouest. Pour l'élection des conseillers municipaux, 35 partis ont présenté 787 listes et 724 ont été retenus. Le RDPC n'est pas en liste dans toutes les communes. Le MRC, le SDF, l'UNDP sont des adversaires sérieux du parti des Flambeaux. À l'ouest, l'Union des mouvements socialistes de Pierre Kwemo va tenter ses chances dans la plupart des communes du Haut-Cam, alors que le littoral reste la région la plus convoitée, avec pas moins de 6 partis politiques en course. Après publication des listes, place au recours. La plupart des rejets concernent l'opposition pour les législatives, même si le RDPC a essuyé quelques disqualifications pour les municipales. Les partis les plus affectés sont le MRC, l'UPC, le SDF et l'Union des mouvements socialistes. Les candidats aux législatives ont 2 jours et 5 jours pour les conseillers municipaux conformément à l'article 129 du Code électoral pour faire recours devant le Conseil constitutionnel. Un Conseil constitutionnel qu'a saisi Maurice Kamto pour l'annulation du recours gracieux préalable. Autrement dit, informer l'autorité administrative de son intention d'annuler l'élection. Le recours du président du MRC étant resté lettre morte, le Conseil constitutionnel va examiner les recours dans ce qu'on appelle le contentieux préélectoral avant la publication de la liste définitive par le Conseil électoral. La campagne électorale sera lancée le 15 septembre et les élections auront lieu le 30 du même mois pour choisir les 180 députés et plus de 1000 conseils municipaux de la 9e législature du Cameroun. 5 sièges, 2 listes, RDPC, UFP, commune de Yingui, 25 sièges. Le verdict est tombé à Elections Cameroun. C'est ce 1er août 2013 que les partis politiques camerounais ont été fixés sur le sort de leur liste de candidatures déposées pour le compte des élections législatives et municipales du 30 septembre prochain. Dans la course au titre de député à l'Assemblée nationale, 250 listes ont été présentées au départ par 38 formations politiques et seulement 202 ont été retenues par Elecam. C'est donc 48 listes de candidatures
qui ont été rejetés à ce niveau. Et parmi les 10 partis politiques qui en ont été victimes, le SDF de John Frundi écope de 9 rejets, l'UNDP de Bello Bouba Maïgari se voit infliger 5, l'UDC d'Adamunda Mjoya en encaisse 3 et 1 pour l'UPC. Le RDPC, quant à lui, s'en sort indemne. La course aux candidatures pour l'élection des conseillers municipaux n'a pas non plus été aisée pour les partis politiques d'opposition. Sur les 787 listes présentées par 35 partis politiques, le Conseil électoral d'Elections Cameroun a validé 724. 63 listes ont ainsi été rejetées. Ici encore, le SDF en écope de 9, l'UNDP 7, l'UPC 2, 2 rejets également pour le MRC de Maurice Kamto et pour le FSNC de Issa Thiro Mabakari. Quant au RDPC, il ne s'est vu infliger qu'un rejet. Les partis politiques disposent cependant de 5 jours à compter de la publication de ces listes pour faire recours auprès de la Cour suprême, siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel.